m'appelle Anton Ziedler, installé ici en Normandie en 1992 avec ma épouse et 4 enfants. Et nous cultivons aujourd'hui 145 hectares avec une centaine de vaches et autant suite. Oui, mon parcours professionnel, j'en ai fait un BTS comme beaucoup. Hein. Et après, par contre, je m'intéressais très rapidement sur tous ces développements un peu plus naturels. À l'époque, nous appelions ça comme ça. Nous n'avons pas encore des mots écologie, tout ça, c'était naturel et simplifié surtout. Pour nous, c'était le défi dans les années 90, 2000. Le défi, c'était de produire plus avec la même personne. C'est la PAC que vous vous rappelez tous vous-même, qu'est-ce que ça veut dire. Si vous réfléchissez dans votre carrière, qu'est-ce qui est arrivé. Et nous, tout de suite, pas en cause d'être feignante, mais de dire, regardez, le sol, par exemple, ou les vaches en même temps, hein, et comment je peux faire avec moins de travail, mieux. Et en même temps, mon souci, c'était toujours comment je peux protéger le sol plus. On a quand même vu tous ces problèmes. Moi, j'ai origine suisse. Là-bas, c'est très serré. Il y a beaucoup de pentes, il y a beaucoup de lacs. Les problèmes, ça existait les années 70 déjà. Alors, ça veut dire, le nitrate en nappe, ça, c'est 40 ans, nous connaissons. Et finalement, en Bretagne aussi. Ça veut dire, faut modifier sa façon de faire. Mais quoi faire? Quoi faut modifier finalement pour avoir un résultat? C'est ça, c'était la question. Et moi, je m'enterrais dans ma carrière ici avec des agriculteurs qui ont voulu aller un peu de la même manière. Mais c'est tous des pionniers. C'est un peu des rêveurs à l'époque. Hein, vous rêvez de quelque chose. Et je me rappelle bien, les premières 10 ans, faire le semis direct, avoir plus les lignes de blé, les lignes de maïs dans les champs. Les autres agriculteurs, ils ont souvent dit, bon, dans 5 ans, il va être très mal. Dans 10 ans, on va la récupérer. C'est un peu ça. Mais bon, ça ne fait rien. Aujourd'hui, nous avons la preuve, nous sommes encore là. Non, mais finalement, je m'ai entouré pas mal des associations comme BAS ou autres, que j'ai trouvé les collègues qui ont réfléchi de la même façon. Et par Internet aussi, beaucoup à l'étranger aussi, pour voir comment eux, ils utilisent les machines et à quel moment. Et avec quelle plante nous peut faire quoi. C'est ça le grand réussite après derrière. Hein? Et les vaches, ça, en même temps. Pour moi, c'était très fort pour les vaches surtout. Comme j'étais éleveur d'abord, avant. Aujourd'hui, je suis éleveur des vaches et éleveur des vers de terre. Ça, ce que je conseille aujourd'hui, c'est qu'il faut aller voir. Il y a quand même beaucoup plus sur des associations, des structures qui ont été créées, des savoir-faire, mais beaucoup par Internet, YouTube. Partout, on a des groupes ou des forums peut échanger. Ça, c'est déjà la base. Nous tapez quelque chose, ça sort tout de suite. Ça a un grand avantage. Et après, deuxième chose, si nous voulons faire quand même à la fin, il faut aller au réel, à la réalité, c'est soit à la ferme. Ça veut dire qu'il faut avoir une solution pour soi-même. Et ça, ce qui est la grande différence vis-à-vis de tous les autres métiers, chaque ferme est autrement. C'est ça ce qui nous constate aujourd'hui, après avoir suivi une dizaine d'années, des fermes aussi, d'autres fermes. Et déjà, d'abord, c'est la personne. C'est ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il aime bien faire. Il y a tellement de façons de bien aimer faire ce travail-là, comme si tu aimes bien ça, ce que tu fais, tu le vas faire bien. Et si tu es obligé de faire quelque chose qui ne t'aime pas trop, ce n'est pas la peine. Le résultat va être jamais bon. Alors, ça veut dire, même le lait, nous peut produire dans une manière, vous dites, ouais, bio ou traditionnel, mais ce n'est pas ça. Je peux faire n'importe quel sens, je peux le faire respectueuse de l'animal et de l'environnement.
Pour ça, dans tout discours, je ne veux pas faire une distorsion ou une différence de bio ou pas bio. C'est la même chose, la pratique, l'idée reste la même. Et je pense, aujourd'hui, il faut s'entourer de ces savoir-faire et chercher tout de suite dans petit groupe et réflexion avec un petit groupe pour avancer chez soi à la ferme. À 2, nous réfléchissons. À 3, on y va. La double culture, c'est un joli mot. C'est vrai, nous entendons beaucoup de parler au niveau les grandes cultures, les céréaliers. La double culture, c'est la culture intermédiaire entre deux cultures principales. Un blé, un maïs, un blé, un colza, ou colza, blé. Là, entre les deux, nous pouvons faire, il y a un temps mort, mais il faut faire quelque chose. Le principal, c'est quand même, ça ce que nous veut faire avec ça, couvrir le sol tout le temps. Pour le sol, il n'est jamais nu au soleil et pour l'intempérie. Ça veut dire qu'il faut protéger, il faut donner un habitat. Pour ça, ce qui commence à vivre dessous, si elle est au plein soleil à 30-40 degrés, le sol il va chauffer à 40-45, tout est cuit. Et ça dessèche très rapide. Alors, l'objectif, c'est vraiment de couvrir contre tout ça. Après, nous, en élevage, c'est vrai, nous avons du mal à laisser quelque chose qui a poussé, qui est venu à 1 mètre de hauteur, te laisser ça par terre. Bon, les animaux aiment bien aussi manger quelque chose. Bon, nous les ramassons, mais nous essayons de diversifier pour donner encore d'autres informations au sol avec les protéagineux, l'azote, des racines très profondes, des pivots, des racines larges, tout ça. Voilà. Ah oui, c'est l'objectif finalement de toute ma démarche. L'autonomie protéine et énergie en alimentation pour les vaches. Et ça se présente, ça veut dire la ferme française à la base, les derniers 30 ans, c'est basé sur le maïs et soja. Après, un peu d'herbe, pâturée, un peu d'ensilé, mais le principal fourrage qui nous récolte, c'est le maïs. Nous n'avons aucune influence sur le coût. Tout le monde fait pareil. C'est la semence, les traitements, et tout ça. Si les rendements sont pas à jour, nous avons du mal à faire le tour. Et il faut l'équilibrer. Il était très déséquilibré. Ça veut dire seulement d'énergie, pas de minéraux, rien. Ça veut dire qu'il faut chercher le soja, il faut chercher beaucoup de minéraux, il faut chercher d'autres choses. Ça coûte très cher. Et c'est un système intensif. Il ne faut pas accuser le maïs en a besoin, mais c'est le principe qui fait que tu finisses en monoculture avec 1 ou 2 cultures sur toute la ferme. C'est ça ce qui n'est pas bien. Pour nous, c'est que une bonne rotation, c'est culture printemps, culture automne, diversifiée. Hein? Bon, et si nous commençons à faire les protéines et l'énergie à la ferme, ça veut dire les protéines, ça peut être des légumineuses, les luzernes, des trèfles, les graminées, les raigrats, des bons mélanges de tout ça, des protéagineux, févrole, pois, vesque, une bonne partie en métail, nous appelons ça des métails, fouchés, récoltés en plantes entières ou en grains, aller jusqu'à la maturité, pour avoir le concentré, et l'énergie en travers des céréales, comme le céréal ou le maïs, en grains, ou maïs épi. Nous concentrons le maïs, et comme ça, nous enlève le grand défaut de maïs classique, de la ration classique. Nous enlève la tige, et c'est là que j'ai venu de très loin de la ferme, à l'époque. À un moment que nous avons laissé la canne par terre, et nous n'avons donné plus à les vaches, nous avons enlevé beaucoup de problèmes sur les vaches, pâtes, fécondité, reproduction. C'est beaucoup plus sain, nous avons diminué 3-4 fois les frais vétérinaires et surtout beaucoup moins de problèmes niveau suivi de troupeau. Et à la même temps,
c'est là que ça a commencé à carboner, nous appelons ça un peu en termes comme ça, et commencer à vraiment travailler dans le sol, à un moment donné, autant de nourriture dans une seule année par hectare par ces cannes de maïs. Là, ils commençaient à vivre. Ça, ce qui nous commençait à manquer, c'était juste l'azote pour le sol. On va parler plus tard, je pense, comment nous a solutionné celle-là. Oui, finalement, c'est ça. Avec ces fourrages-là, ça aussi, bon, c'est pas nouveau, hein. Si nous réfléchissons comment notre grand-père il a fait et comment d'autres pays au monde ils travaillent, ils prennent aussi ces fourrages-là. Vous regardez en Italie, c'est la luzerne avec du maïs grain. Au Canada, nous avons des tours de silos, là, les silos en tour, en hauteur. Là, ils mettent le haylage, c'est non-silage, luzerne, graminées, presque sec, avec du concentré, énergie. C'est comme nous fait là. Ça veut dire, faut nous arriver, notre objectif, c'est de arriver à un mélange de fourrage, de tous les fourrages confondus par jour mangés, à 50% matière sec. Et comme ça, la vache, elle a une très très bonne santé, elle peut ingérer le maximum. Trop humide, c'est trop acide, c'est l'ancienne ration, elle peut manger moins. Trop sec, c'est vrai, c'est bien, mais sauf, elle peut manger moins. C'est trop en comprendre. Ça, là, nous pouvons jouer entre les deux. Et c'est idéal pour les vaches commencent à manger. C'est de la grande différence aussi. Pourquoi elles ont donné plus? Elles ont donné plus pour elles mangent 3-4 kilos plus de fourrage. En vraiment technique, c'est 24-25 kilos matière sec par jour. Et c'est 4 kilos, 5 kilos plus ingérés que traditionnellement calculé par l'INRA. Et les 4 kilos, c'est 3-4 kilos plus de lait. Et ça fait une grande différence niveau de l'économie à la fin. La grande différence, il n'y a pas de différence pour moi. Les vaches, elles ont besoin de fibres et des valeurs dedans. Et le sol, il a besoin beaucoup de fibres. C'est ça, peut-être une différence, si je veux dire comme ça, mais la vache elle a besoin de l'énergie protéine au travers de ses fibres. Et le sol, il a besoin du carbone, on appelle ça. Le carbone, c'est des fibres. Et l'azote, c'est les vers de terre, c'est toute la vie, les champignons, les enzymes, les bactéries dans le sol. Tout ce monde travaille en harmonie si nous les laissons tranquilles, ne fait pas des bouleversements au sol, et nous laisse un habitat, couverture, toit, va travailler en harmonie, elle va prendre le protéine et l'azote, de l'air et le construire avec les éléments de sol. Oui, ça veut dire incomplet. Ils ont fait un bon travail, c'est sûr. Il faut calculer tout ça, le bilan carbone. Sauf, ça ce qu'ils nous a constaté, le bilan carbone, c'est quoi en gros? C'est le rentrée d'énergie en travers de matériel, machines, de gasoil, de pétrole et tous les achats pour les vaches. Et l'autre côté, tout ce qui sort, le lait, la viande, les céréales. Sauf, nous avons constaté, c'est bien joli ça, mais entre les deux, les vaches, les animaux, elles mangent des végétaux qui ont aussi travaillé sur le captage de CO2. Ça veut dire, les plantes là, si nous faisons double culture, elles ont bien cette double culture, elle n'est pas calculée dedans, comme elle a ingérer beaucoup plus de CO2, il faut le compter à part au supplémentaire aussi. Comme ça, c'est pas seulement je peux sortir 1000 litres de lait par hectare, mais si les doubles cultures ne sont pas comptées, c'est faux. Ça veut dire, en gros, on a constaté que l'éleveur, plus s'il travaille super bien, comme par exemple l'exemple de notre ferme, il peut être
positif dans bilan carbone, ça veut dire qu'il est plutôt très, très positif pour le futur, pour l'humain, sur le monde. Ça veut dire qu'il va plutôt assainir tout cet environnement. Oui, aujourd'hui, nous appelons ça, on calcule là, 3 tonnes de CO2 par hectare positif. Ben, le résultat réel pour moi, pour économique, pour la ferme, pour vivre, c'est ma matière organique augmentée énormément. J'ai commencé c'est presque 30 ans maintenant, 25 ans, avec un taux de environ de 8, 3, 3, 2 en pourcentage de matière organique. Aujourd'hui, j'arrive à 4,5. L'objectif, c'est aller encore bien au-dessus, à 5, 6, pour avoir un pouvoir de stocker les valeurs NPK dans le sol et laisser à mes successeurs un sol avec un capital beaucoup plus important que je l'ai récupéré. Que le contraire, c'est les gens qui continuent à labourer, bouleverser, revenir avec la chimie tous les instants, c'est logique, eux, ils vont dégrader, ça vient juste un support bien plus. Pour la vache heureuse, c'est une structure de 3 personnes avec les idées à l'époque de vulgariser cette manière de faire et de les crédibiliser aussi par des résultats beaucoup plus larges que seulement la nôtre. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a des centaines de fermes qui travaillent de la même manière. Ils sont passés par nous ou par d'autres, mais il y a beaucoup de gens qui maintenant pris cette relais et ça fait plaisir avoir consolidé cette manière de faire. Hein, que je pense, dans 20 ans, nous ne parlons plus d'une vulgarisation, ça va être fait, acquis. Mais critique de lait et la viande, une bonne partie sur la façon de faire traditionnelle, je suis d'accord. C'est vrai, ça existe, c'est comme ça. Après, nous pouvons aller dans des détails. Mais aujourd'hui, avec cette manière de faire, nous savons, si nous prenons un peu plus large, pas seulement dans l'analyse chimique des produits, ou dans le sol, ou dans l'air, il y a des informations et des messages en travers de chaque produit. Et ça vient seulement si vous avez un sol vivant, pas dégradé, qui peut se développer comme à l'époque dans une forêt. Hein. Et ces informations-là, elles reviennent chez vous en travers de lait, en travers de céréales, en travers de la viande. Il y a sûrement, par la même influence, pour vous, pour la santé, par le cancer, autre chose, santé et bien-être, et aussi pour nous, pour la future, pour l'eau et l'air. C'est deux choses qui ne peuvent pas changer comme ça. C'est en très très long terme. Et si nous réfléchissons quand même, il y a les derniers 40-50 ans, avec la chimie qui est arrivée, engrais, pesticides, nous a dégradé tout dans notre sol. Et là, pour le refaire, il faut minimum ça. Minimum ça. Ma proposition, venez chez LVH. Venez chez LVH, s'informer là pour attirer certaines façons de faire. Et après, vous faites votre propre opinion et vous personnalisez votre intéressé, votre chose. Et vous allez voir, il y a plein d'informations pour aller aussi dans d'autres structures. Important, vous prenez le chemin parallèle ou avec la vache heureuse.
Ouais. Là, je viens plus technique, je pense. La première démarche, c'est toujours, nous ne change rien si nous n'avons pas suffisamment stock. Je parle maintenant pour l'autonomie des troupeaux, mais aussi pour le sol. Avant, nous n'avons pas des stocks, nous ne pouvons pas changer quelque chose. Sinon, ça coûte trop cher. Un changement, il y a toujours un peu de perte. Nous faisons toujours des erreurs. Et ça, nous pouvons seulement faire si nous avons un peu de stock. C'est pareil le porte-monnaie. Ce n'est pas à ce moment que vous êtes en trésorerie, le plus bas, il faut changer tout. Ou il faut vraiment bien s'entourer avec un bon projet. Et pour le sol, l'autre chose, c'est qu'il ne faut changer pas les machines. Vous pouvez tout faire déjà avec les machines qui existent. Et si vraiment il faut chercher pour une intervention spéciale, par exemple direct semis dans une autre culture, c'est vraiment des machines spéciales, des sur-semis, nous pouvons toujours faire appel à un collègue ou à un entrepreneur. Ces machines existent autour, ça coûte toujours 3 fois moins cher. C'est rien ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment bien réfléchir. Il faut changer, mais il faut toujours, comme je t'ai dit tout à l'heure, à 2, il faut s'entourer avec des gens. À 2, nous réfléchissons. À 3, nous part. Jamais partir toute seule. Restez jamais toute seule à commencer chez vous. Entourez-vous toujours dans un groupe d'échange ou par d'autres collègues ou par la vacheuse ou il y a plein. Mais il faut s'entourer pour constater vous-même la plus grande inconvénient de toutes ces démarches. Vous êtes obligé de vous isoler, de se enfermer un peu de les anciens partenaires. Si vous laissez les approcher chez vous, vous êtes toujours en train de se poser des questions, vous êtes bien ou pas bien sur ce chemin-là. Si vous voulez aller, il faut un moment ou l'autre, il faut fermer quand même assez bien les portes et de dire maintenant je m'en tire avec les nouveaux. Comme ça, je ne me pose pas trop de questions et ça va. Marlène vient de le parler un peu, c'est ça, il faut surtout préparer ça en avance. C'est comme nous, quelqu'un qui veut aller au bio une année à l'autre et rien préparer, il est obligé de se préparer par la formation, par l'économie un peu et surtout niveau ses fourrages. Il est obligé de préparer et là c'est pareil, ses fourrages, prendre un peu de confiance avec, pourquoi pas faire avec 2-3 hectares, il n'y a pas besoin de faire 30 hectares, commencer avec une parcelle et après l'année prochaine, on fait 3. Et comme ça, nous assure nous-mêmes. Je suis capable, j'ai le savoir-faire et je peux aller. Par petites étapes. Voilà. Moi, ce que je veux ajouter, c'est surtout, une fois lancé dedans, et c'est ce que je constate beaucoup avec les agriculteurs qui nous travaillent maintenant déjà presque 10 ans, les familles et surtout les personnes, mais toute la famille, elles sont devenues beaucoup plus heureux. Pourquoi? Ils trouvent une satisfaction dans leur travail et ils sont tout de suite, moi je fais quelque chose de bien. Et aussi, les gens ils commencent à marcher sur leur parcelle avec une bêche, à surveiller, à contrôler ce qui se passe dans la nature, chez eux. Et ça, ce qu'ils n'ont jamais fait avant. Ça veut dire qu'ils reviennent vraiment les soigneurs de leur terre.